Bonjour à toutes et tous. Du coup, je suis super contente d'être là aujourd'hui et en même temps, vous me faites quand même un peu peur. Alors, pas parce que vous êtes nombreux, mais parce que vous êtes essentiellement des développeurs et que moi, je suis essentiellement testeuse et qu'il y a un peu d'antécédents entre nous. Je sais que dev, test, c'est pas toujours... parfois, ça marche pas, parfois, il y en a pas aussi, donc voilà. Pour commencer, en fait, donc déjà, je vais vous dire que toutes les situations que vous allez voir dans ce talk, en fait, sont extraites de la vie réelle. C'est des choses que j'ai vécues en entreprise. Pour ne pas me faire trop d'ennemis, j'ai changé les noms. Et en fait, on va commencer par faire un petit quiz, si vous êtes d'accord. Alors du coup, je n'ai pas un nombre de slots illimité, mais on peut faire un petit count, vite fait. Et si ça vous va, en fait, on va faire commencer. Alors j'ai un nombre réduit et on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà, si vous voulez vous connecter, on va faire un petit peu de test ensemble. Alors je vais me mettre en grand. Voilà. Il y a un tout petit lot à gagner. Est-ce que ça fonctionne déjà? Ouais, c'est bon, je vois du monde qui arrive. Nickel. Trop bien. Ouais, c'est pas mal, 19. Ok, je laisse monter encore un peu. Ok, je vois plein de gens qui arrivent, trop bien. Bon, c'est bon? On s'arrête là ou pas? Ouais, allez, attention, 3, 2, 1. C'est bon, on arrête, je verrouille et on commence. Alors, du coup, est-ce que vous êtes prêts à parier sur la santé de vos API? On va commencer tout de suite avec quelques questions et des mises en situation. Donc là, par exemple, on va avoir une situation où tes modifications ont un impact sur les endpoints. Ceux qui étaient là à la conférence juste avant, vous voyez qu'on a parlé de endpoint, et en fait, c'est vrai que c'est souvent modifié. Et donc là, il y a des modifications qui viennent d'être faites. Et moi, quand je pose la question au développeur Julien, du coup, il me dit « Si, je t'assure, j'ai testé, tout est bon. » Donc moi, je dis « Ok, ok. » Et donc ensuite, là, on va faire un petit quiz. Il y a ces réponses multiples. Et donc, vous allez décider quel type de test d'API vous pouvez mettre en place. Donc, test fumigatoire, test UI, test de performance, test de non-régression. Réponse multiple. C'est assez rapide. Ok. Alors du coup, donc là, en fait, test UI, effectivement, ça va être plutôt vraiment pas ce qui est test d'API, justement. Donc là, on est plus sur une conf sur les tests d'API, donc un peu moins cette réponse-là. Test fumigatoire, pour ceux qui ne savent pas trop, ça va être souvent ce qu'on appelle comme smoke testing aussi, ça va être de tester les parcours vitaux. Et test de performance, test de non-régression, voilà, test de non-régression, voire avant-après les modifications. Et donc en première position, pour l'instant, on a Né, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, deuxième JB, troisième Raphaël, super, on continue. Donc là, deuxième situation, tu modifies les champs de la base de données de production. Donc c'est quand même un peu critique, c'est rare, mais critique. Et du coup, je demande à Maxime qui dit « J'ai tout vérifié, c'est nickel. » Ok. Donc nouveau quiz, réponse multiple. Quel type de test mettre en place? Alors, test de performance, revue des spécifications, fuse testing, test de non-régression. Alors, réponse, du coup, ouais, pas mal, pas mal. Alors en fait, j'ai entendu un peu du fuse testing à droite à gauche. En fait, fuse testing, c'est quand on balance des données, parfois un peu aléatoires, et qu'on vérifie le comportement derrière. Revue des spécifications, c'est pas mal remonté aussi, et ça, c'est super important, on va en reparler. Donc, tableau des scores, JB prend la tête du classement, suivi de Manu. Allez, on continue. Troisième situation, les API publiques ou exposées par tes partenaires sont toujours disponibles. Et alors là, ça commence à être un peu plus compliqué. Non, la réponse n'est pas toujours noir et blanc. Donc, on va faire un nouveau test. Et là, cette fois, ça va être un peu différent. Probabilité versus criticité. Qu'est-ce qu'on choisit de tester voilà. Comment vous jugez le risque? Bon, ouais, dépend du contexte. En fait, selon ce que vous allez avoir comme différentes API, parfois il y en a certaines qui vont être
plus impactantes, mais en fait qui vont être plus rarement impactées. Donc, bon. Et donc en tête du classement, maintenant on a Rémi, suivi de JB et de Manu. Réponse multiple toujours, et après c'est bientôt la fin. Quel type de test mettre en place dans cette situation-là? Donc toujours, je vous rappelle, c'était les API si elles sont disponibles ou pas. Donc test automatisé, monitoring, test d'acceptation, test de non-régression. Ok, bon, pas mal. Test d'acceptation, ça va être plutôt, on va vérifier que c'est conforme à l'attendu. Alors ça peut, mais là en l'occurrence, on cherche à vérifier la disponibilité, donc on ne va pas chercher à valider une feature. Et donc en tête de classement, on a Alice, outsider, qui remonte BG et Juju. Situation 4, c'est la dernière. Tu travailles avec une équipe fonctionnelle. Et alors là, ils veulent, attention, des résultats visibles en temps réel et visuels, en test d'API. Et alors là, quand le PO il lui dit ça, je veux des résultats en temps réel, en visuel, etc., Pierre lui dit, c'est pourtant pas bien compliqué à comprendre, t'as qu'à... je vais vous laisser répondre à la question suivante. Que feriez-vous pour communiquer sur ces résultats? Donc les API, c'est simple, installez Postman et je vous montre. Je l'ai déjà entendu en vrai. Hein. Je mets à jour manuellement le fichier Excel, moi, développeur. Débrouillez-vous avec les résultats fournis ou rien de tout ça. Ok, ouais. Et donc vous allez voir qu'on va en reparler et on va pouvoir trouver une solution ensemble. Donc troisième place, Juju. Bravo Juju. Deuxième place, BG. Super. Et première place, attention. Et du coup, c'est Alice. Bravo Alice. Alors, je ne sais pas où tu es, Alice, mais salut Alice, tu pourras venir me voir à la fin si tu veux. Voilà, et donc on a fini pour le Kahoot. Et alors maintenant, on va passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment on teste, parce que du coup, c'est sympa, mais en fait, c'est pas vraiment pour ça qu'on est venu. Et donc, on va passer sur la première situation qui est tes derniers développements ont un impact sur les endpoints. Et alors, dans cette situation-là, en fait, on va venir juste ici. J'ai créé une petite collection pour le Dev Fest Lead. Et donc, vous avez une collection par use case. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer, pour rester dans le thème du pari, de miser sur les jeux, etc., que vous travaillez pour la Française des Jeux. Et la Française des Jeux, ça tombe bien, elle a une API qui est disponible, l'API officielle de la Française des Jeux, qui permet de voir les résultats, les derniers résultats du loto. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va vouloir tester. Vous faites une nouvelle feature à la Française des Jeux et vous voulez vérifier que l'API est toujours OK. C'est-à-dire que vos développements, ils n'ont pas modifié les données qui vont être restituées. Et alors, pour faire ça, parce que ce serait quand même dommage, les gens, ils scrutent pas mal pour voir leurs résultats, et s'ils ont l'impression d'avoir gagné alors qu'en fait, ils ont perdu, c'est quand même très frustrant. Donc pour ça, on va s'appuyer sur le Swagger, mais ça, c'est véridique dans plein de situations. C'est-à-dire que si vous modifiez un endpoint, vous pouvez aussi vérifier les impacts sur les autres appels, etc. Et en fait, alors là, c'est un tout petit... Donc là, c'est le Swagger d'Open Data, en fait. Ce n'est pas tout à fait le Swagger de la FDJ. Mais en fait, l'idée, elle est la même. C'est-à-dire qu'on va tester les get, les put, les delete, un peu tous les calls. Et donc moi, ce que j'ai fait en fait dans ma collection ici, c'est que j'ai vraiment tous ces calls-là, get, put, delete, etc. Et en fait, on va prendre un point de référence à comparer avec notre localhost où on a notre dev en local. En fait, le point de référence, ça va être acceptance, démo, dev, enfin comme vous voulez l'appeler, mais en fait, c'est vraiment ce qui est en cours en fait en test, et puis localhost, c'est vos développements en cours. Et donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans la partie script qui est ici. En fait, script, c'est du JavaScript. Avant, c'était ici, il y avait marqué test, et comme quoi ça faisait un peu peur, ils l'ont renommé en script. Voilà, et donc c'est du JavaScript, ça veut dire que vous pouvez faire tous les traitements, les fonctions JavaScript, genre les sort, les slice, les split, vraiment tout ce dont vous avez besoin. Pré-request, ça va être pour les traitements en amont du passage du call, et post-réponse, on va exploiter la data qui en ressort. Donc là, en fait, dans ce cas-là, je fais un test avant mes développements, et le test pour confirmer que le résultat est identique. Donc pour faire ça, je vais récupérer ma data, en fait, qui va être juste ici. Vous voyez, j'ai toutes mes données en fait, du tirage du loto, donc numéro chance, etc. Et en fait, je vais le stocker dans une variable.
et je vais même le stocker dans mes collections variables. Et donc ça, en fait, ça va les stocker à ce niveau-là, et je vais pouvoir le récupérer sur mes calls suivants. Et donc ça, c'est super pratique, parce que du coup, j'ai utilisé des setters et des getters. Hop, on utilise les setters et les getters. Et en fait, je l'ai stocké, et je vais vous montrer qu'après, on le récupère. Et pour vous montrer que ça a bien été enregistré, on va faire un petit console log. La console, c'est pratique, elle est juste ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, quand on lance, en fait, on a vraiment notre objet qui est là, et donc ça veut dire que notre variable, elle est bien setée avec l'objet complet. Et là, maintenant, on va aller voir directement le test après, sur le localhost. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la variable de ce call-là, et on va la comparer avec la variable qu'on récupère du call d'avant. Et du coup, quand on va le lancer, on va vérifier que les résultats... Ah bah oui, forcément. Là, fictivement, j'ai mis localhost pour vous montrer, mais normalement, on a le test, il passe, et c'est OK. Bon, c'est pas le bon exemple, effectivement, vu que c'est localhost, ça peut pas marcher. Je n'ai pas le back-end de la Française des Jeux, mais c'était pour l'exemple, voilà. Et on compare les deux résultats, et effectivement. Et alors, bonus, ça c'est super pratique quand vous travaillez en équipe, vous pouvez documenter en fait vos calls. Et donc ça se passe juste ici. Et là, vous avez l'onglet documentation et vous pouvez vraiment mettre des notes pour vos collègues. Et alors là, bon, pour des soucis de rapidité, on va utiliser Generate with Postbot, qui est l'IA générative de Postman. Et du coup, ça va faire appel à l'API Française des Jeux et ça va nous générer toute la doc, en fait. Donc ça, c'est super pratique pour travailler en équipe. Voilà pour ça. On va passer au use case numéro 2. Et donc le use case numéro 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était tu modifies les champs de la base de données de prod. Donc là, celui-ci, il est un peu plus ardu, après on va repasser sur quelque chose d'un peu plus intermédiaire. Mais en gros, on va partir du principe qu'en fait, on doit travailler à partir des spécifications. D'où ma question dans le quiz, revue des spécifications statiques. Parce que là, on va travailler avec le PO, et le PO, il va nous donner toutes les spécifications de je veux que les champs de base de données, ils changent de telle manière. C'est-à-dire que là, on a un champ, vous allez voir, en fait, je vais prendre... Donc là, je m'appuie sur l'API de Rick et Morty, qui est un sandbox qui est un peu connu. Et du coup, on va aller chercher le personnage numéro 1, là, vous allez voir. Et en fait, le personnage numéro 1, son nom, c'est Rick Sanchez en 2 morceaux, nom, prénom. Et maintenant, dans les spécifications qui sont demandées, on voudrait séparer le champ en 2 champs, par exemple, nom et prénom. Et du coup, pour faire ça, on va avoir une règle de spécification. Et développeur, toi, développeur, tu vas développer un script, en fait, qui va te permettre de modifier la base de données en conséquence. Je l'ai vu en entreprise, et c'est vrai que quand on arrive sur la base de données de prod, du coup, ça fait un peu peur. Donc, c'est bien de garantir un peu en faisant des tests. Et alors, pour ça, on va faire des tests de cette manière-là. Je vais vous montrer comment... après, c'est arbitraire, hein, c'est un peu ma manière de tester, mais donc, en fait, on va récupérer la variable, en l'occurrence la variable nom, et on va faire un premier test qui est l'ancien nom comporte 2 parties. C'est le cas, l'ancien nom il comporte 2 parties, Rick Sanchez. Et on va faire un deuxième test où là on va vérifier que le nouveau champ il a été créé et il a été bien approvisionné. En fait, donc je vous montre, on s'appuie sur les règles de transformation, une règle, un test, et alors c'est pour ça que j'ai fait spec 1, spec 2, spec 3, spec 4. C'est parce qu'en fait dans la spec 2, on va avoir un autre personnage, et le personnage il a, attention, dans son nom, il a un prénom, un nom, un rôle. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre test qui va vérifier la deuxième règle. Et donc, en gros, quand on va le lancer, on va avoir les résultats, juste ici, test result. Et en fait, là, actuellement, en l'état, l'ancien nom, il comporte bien 2 parties, et donc notre migration, elle n'a pas été encore réalisée. Donc, on écrit les tests avant, on sélectionne notre échantillon de test. Là, par exemple, on a sélectionné Rick Sanchez et le personnage numéro 6. On exécute les tests avant, on lance le script, alors souvent ça tourne en batch la nuit, et du coup on va exécuter le même test, exactement le même, le lendemain, et en fait ça va être l'inverse. Le premier test il va devenir KO, et le nouveau test il va devenir OK. Et du coup ça nous permet de vérifier que la transformation elle s'est bien passée. Et, je suis désolée, je vais juste boire un peu. On va vérifier que la transformation elle s'est bien passée, et si jamais vous constatez une incohérence, en fait ça veut dire qu'il faut réitérer. Donc c'est pour ça qu'on choisit un panel de personnages en fait. Désolée. Voilà. Et donc, on compare les résultats et on valide en fait avec le PO que nos transformations se sont correctement effectuées. Et là, on est beaucoup plus serein quand on voit que chacune des règles sont en fait bien vérifiées et tout s'est bien passé. Situation numéro 3, tu utilises des API publiques ou exposées par des partenaires, on en parlait tout à l'heure. Et alors là, on va parler un peu plus d'automatisation.
Donc là, j'ai pris une API qui est l'API adresse du gouvernement. C'est une API qui est super facile à utiliser et en fait, vous pouvez vous en servir pour des autocompletes, par exemple, dans des champs, un utilisateur qui veut remplir son adresse, tout ça. Et en fait, ça marche avec des recommandations par rapport à la requête, comme voilà, avec des queries param. Et en fait, donc là, si je la lance, on va avoir en fait notre résultat. Donc ça, c'est très bien. Et comme test, en fait, là, pour cette fois-ci, j'ai mis, je voudrais que mon temps de réponse il soit inférieur à 2000 millisecondes. Donc en fait, s'il dépasse, j'aimerais être alerté. Et donc pour faire ça, on va aller juste ici, dans la collection directement, on va aller dans Run, Scheduled, et là, en fait, on va faire Schedule Run, et on va créer une collection. Donc là, on va l'appeler DevFest, peu importe. On va mettre, bon, peu importe pour la durée, je vais un peu vite, je suis désolée, mais le temps est compté. On va le programmer, et là, on va faire un premier run juste pour voir. Et donc, en fait, vous allez voir un graphique qui se dessine. Alors là, c'est KO, tout va bien. C'est parce que j'ai volontairement mis un KO. En fait, celui-ci, je l'ai mis inférieur à 0 pour vous montrer qu'on était bien alerté. Et là, normalement, je peux avoir reçu une petite notification dans ma boîte mail. Voilà. Et donc, on a Postman qui nous prévient que notre test était KO. Au bout de 3 alertes, en fait, il nous dit je me mets en pause. Et donc là, si je ne résous pas le problème, voilà, dans 3 alertes, il va se mettre en pause. Et là, vous allez me dire, OK, c'est cool. Donc alors oui, je reviens juste en arrière. Il faut que notre collection soit bien structurée avec des tests bien rédigés, sinon ça ne marche pas. Ici, j'ai écrit un test qui calcule le temps de réponse. On va dans la collection elle-même pour l'automatiser. Je reçois un mail pour m'alerter. On en est là. Et attention, vous allez me dire, c'est payant. Eh bien oui. Au bout de 25 runs, en fait, c'est payant. Du coup, il y a une solution. Ça s'appelle Newman. Et alors, Newman, c'est un outil en ligne de commande. Et pour l'utiliser, il faut exporter la collection. Du coup, ma collection, elle est là. Et je vais tout simplement aller la lancer directement ici. Elle s'appelle Use Case. Et là, en fait, mes tests, voilà, ça va super vite. Et en fait, mes tests, les mêmes tests qui s'exécutent dans Postman, s'exécutent directement là. Donc, on va avoir le même résultat. Effectivement, mon erreur, elle est toujours là parce que je ne l'ai pas corrigée. Et en fait, ça, c'est pratique parce que vu que c'est en ligne de commande, vous pouvez aussi le mettre dans votre CI. Donc ça, c'est plutôt cool. Use Case 4, et je vais finir là-dessus, je me dépêche. Tu travailles avec les équipes fonctionnelles qui veulent, je vous rappelle, en temps réel et visuel. Et du coup, pour ça, on va faire le use case numéro 4. Donc là, j'ai créé un call sur l'API Pokémon, tout simplement, où j'ai variabilisé le nom du Pokémon. Ça, c'est super important parce que ça nous permet de le valider à la volée, le changer à la volée après dans notre dashboard. Et alors, Flows, c'est un plugin en fait Postman et ça ressemble à ça. Donc vous avez nos calls qui sont là à gauche. En fait, les calls, ils comportent le call. C'est du no-code à moitié. En gros, une fois que mes tests sont rédigés, j'ai plus qu'à faire de la construction en clic. Et du coup, là, il y a mon nom de variable et je peux le changer à la volée. Et quand je vais activer le bouton Run, ça va se lancer tout seul. Et voilà, je vais avoir mon dashboard qui est super bien. Et en fait, ça, c'est super pratique quand on travaille avec des métiers. Et ce qui est super bien aussi, c'est que vous pouvez faire un workflow complet. C'est-à-dire qu'on a vu au début les get, put, delete et tout ça, mais l'idée, c'est de faire des workflows où on va faire tout l'enchaînement sans passer par l'interface utilisateur. C'est-à-dire que moi, je travaille pour une application, en fait, on va venir réserver des créneaux pour réparation pare-brise, ça s'appelle Harry. Et en fait, je fais depuis l'identification utilisateur, le type de dommage jusqu'à la réservation du créneau, sans passer par le front. Du coup, c'est beaucoup moins coûteux que de passer par du Cypress ou du Playwright, et qu'en test d'API, et du coup, c'est plutôt cool. Et donc, juste pour rester dans le thème, en fait, je vais vous montrer le tirage du loto quand même, parce qu'on y était. Et donc là, en fait, avec le même principe, on va tomber sur les résultats du loto avec le numéro chance. Et donc là, il y a Flows. Et alors voilà, si on n'a pas du tout de test d'API, par où commencer? Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours un testeur. Et donc, par où commencer? Moi, je vous propose de prioriser avec le risk-based testing. C'est une stratégie de test basée sur les risques. Et alors, du coup, on s'appuie soit sur la probabilité, peu probable à très probable, soit sur l'impact, de faible à critique. Et du coup, pour ça, il y a même des matrices qui existent. Alors, je zoome un peu. En fait, ça va être insignifiant, marginal, critique, improbable, etc. Et en fait, on positionne le curseur. Et ça, c'est super important avec le PO de définir, OK, sur ce sprint, on va mettre un peu d'effort là-dessus pour commencer à mettre des tests automatisés. C'est plutôt cool. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.